Tout a commencé avec une tasse à thé, petite, simple, en céramique, celle qui est offerte aux invités dans les réunions, celle qui porte le respect dans le silence. Mais celle-là a failli porter la mort. Le président Ibrahim Traoré participait à une réunion privée sur une base militaire à l'extérieur de Ouagadougou. Rien de grand, juste une réunion discrète d'officiers supérieurs et de conseillers pour discuter de la logistique d'une opération à venir dans l'Est. Calme, décontracté, rien d'inhabituel. Ils s'étaient assis en cercle sous un manguier. Des tasses de thé chaud et épicé étaient distribuées par un soldat en uniforme simple. Traoré a pris la tasse comme toujours avec le sourire. Il hocha la tête en signe de remerciement, puis il s'arrêta. Il n'a pas siroté. Pas encore. Ses yeux se sont tournés vers le serveur. Un nouveau visage, jeune, nerveux. Il tenait doucement la tasse à deux mains comme si c'était du verre. De l'autre côté du cercle, le colonel Yaya Konaté, un vieil officier connu pour son esprit vif et ses yeux froids, prit sa première gorgée rapidement, presque avec trop d'empressement. Il a regardé le président et a dit « S'il vous plaît, buvez, monsieur. Le thé est frais. » Mais Traoré n'a pas bougé. Il sourit. Puis, lentement, il posa la tasse sur la petite table en bois à côté de lui. L'air autour d'eux se déplaçait légèrement, pas assez pour qu'une personne normale le remarque, mais le capitaine Zongo, assis à l'arrière comme toujours, vit le signal. Traoré s'était entraîné avec des loups. Il savait à quel point la trahison sentait mauvais. 2 heures plus tôt, à l'intérieur du palais, Traoré avait reçu un tuyau anonyme, une petite note laissée sur son bureau alors qu'il était en réunion. Surveillez votre thé. Aujourd'hui, ils vont tester votre confiance. Pas de nom, pas d'indice, juste cet avertissement. Il ne l'a pas ignoré. Au lieu de cela, il a joué le jeu. Il a respecté l'emploi du temps, s'est rendu à la base, s'est assis parmi des hommes qu'il connaissait depuis des années, a attendu que quelqu'un lui montre la main. Et maintenant, alors que la tasse intacte se trouvait entre eux, quelque chose n'allait vraiment pas. Traoré a regardé droit dans les yeux le colonel Konaté et a dit « Vous savez, je trouve toujours ça intéressant. Combien de choses peuvent se cacher à l'intérieur de quelque chose d'aussi petit qu'une tasse ?» Konaté eut un sourire crispé. « C'est la beauté du thé, monsieur. »« Ou le danger ?» a répondu Traoré. Puis il s'est levé lentement et le ton de toute la réunion a changé. Le président Ibrahim Traoré se tenait droit, les mains derrière le dos, les yeux fixés sur le colonel Konaté. Tous les autres participants à la réunion se sont figés. L'air devint épais. Les oiseaux à proximité étaient devenus silencieux, comme s'ils attendaient eux aussi ce qui allait suivre. Traoré n'a pas élevé la voix. Il n'a pas tiré le rang. Il a juste posé une question. Silencieux mais tranchant comme une lame. « Colonel, faites-vous confiance aux gens qui ont versé ce thé ?» Le colonel Konaté cligna des yeux. Ses lèvres se crispèrent. « Bien sûr, monsieur le président. »« Bien, » a dit Traoré. Il se tourna vers l'un des aides et lui montra la tasse intacte. « Alors, s'il vous plaît, buvez le mien. » L'aide tendit la main vers la tasse, confuse. Les yeux de Konaté s'écarquillèrent. « Non, attendez, » a-t-il dit rapidement. « Nous ne voulons pas mélanger les tasses. Il pourrait y avoir de l'hygiène. » Traoré leva la main. « Hygiène, colonel ou poison ?» Le cercle des officiers se tut. On entendait le vent frôler les arbres. Konaté a essayé de se relever. « Monsieur le Président, je vous assure que personne ici ne le ferait. » Il a sorti un petit talkie-walkie et a prononcé 2 mots. « Amenez-le. » En quelques secondes, 2 soldats s'avancèrent, escortant le jeune serveur. Le soldat nerveux en uniforme simple, les mains attachées derrière le dos. Il avait l'air terrifié. Sa bouche tremblait. L'un des gardes du corps du président posa une petite pochette sur la table. À l'intérieur, une minuscule fiole en plastique trouvée cachée dans la chaussette du serveur. L'étiquette indiquait en minuscules caractères VXT 42, une neurotoxine à action lente, suffisante pour tuer un homme en quelques minutes. Incolore, insipide, inodore, et maintenant assis dans une tasse était destinée au lion du Burkina Faso. Le président s'est tourné vers le cercle des officiers. « J'ai mené des soldats dans de vraies batailles, » a-t-il dit calmement. « Et j'ai enterré des frères à la guerre, mais cette trahison de l'intérieur de notre propre maison est pire que n'importe quel ennemi. » Puis il regarda de nouveau Konaté. « Vous m'avez invité ici. Vous avez arrangé le thé et vous m'avez dit de boire d'abord. » Konaté se leva lentement, le visage pâle. « C'est de la folie. » Mais le capitaine Zongo était déjà en mouvement. En quelques secondes, Konaté a été encerclé. Traoré s'approcha, face à face. « Pensiez-vous que je ne le sentirais pas, colonel ?»
Vous pensez que je suis arrivé jusqu'ici en buvant chaque tasse qu'on m'a donnée? Konaté ne dit rien. Traoré se pencha vers l'intérieur. Les hommes comme vous ne veulent pas que le pouvoir serve à la force. Vous voulez qu'ils se vendent. Puis il donna l'ordre, fais-le entrer. Pas d'arrestation publique. Nous ne leur donnons pas un spectacle. Nous leur donnons le silence. Alors que le colonel était emmené, le reste des officiers restait assis, incrédules. Le poison avait échoué. Mais le message était clair. Le lion avait été testé, et il n'a pas cligné des yeux. De retour au palais, le traître était enfermé dans une pièce souterraine froide, le genre de pièce où les murs entendaient chaque mot, mais ne parlaient jamais. Le colonel Konaté refusa de parler. Il a tout nié. Il a prétendu qu'il n'avait rien à voir avec le jeune serveur de thé. Il a dit qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un poison, qu'on le piégeait. Mais le président Ibrahim Traoré n'était pas intéressé par les cris. Il croyait aux preuves, calmes, vifs et solides. Le capitaine Zongo entra dans la salle d'interrogatoire avec un petit carnet noir. Il avait été retrouvé caché dans le sac du soldat, le serveur de thé qui a failli servir la mort dans une tasse. Zongo l'ouvrit, le montrant à Konaté. « C'est votre écriture » a-t-il dit. « Nous avons vérifié. » À l'intérieur des pages se trouvaient des noms codés, des dates de réunion et d'étranges listes de paiement, y compris une transaction importante quelques jours avant la tentative d'empoisonnement. Mais un nom est apparu plus qu'un autre. Le chacal, le chacal. Traoré regardait derrière le miroir. Il se tourna vers lui et lui demanda « Avons-nous déjà entendu ce nom ?» L'assistant hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. Il est apparu une fois lors d'un appel intercepté il y a 3 mois, lié à des informations étrangères. » L'expression de Traoré se durcit. Cela va donc au-delà de Konaté. Ce n'était pas un loup solitaire. Il y avait une plus grande main derrière la coupe. Plus tard dans la soirée, Traoré convoqua une réunion d'urgence silencieuse avec seulement ses hommes les plus fiables, dont Zongo, 2 officiers de la contre-guerre et un cyber-expert civil qui avaient travaillé sur le décodage des fichiers lors de la précédente tentative de coup d'État. Ils se sont rassemblés dans la salle de guerre souterraine. Zongo posa le cahier sur la table. Ce nom, Chacal, c'est lui le maître. Il donne les ordres. Le soldat n'était qu'un outil. Konaté était le système de livraison. Traoré hocha la tête. Ce dont nous avons besoin, c'est de la source. L'expert en cybersécurité a travaillé rapidement, connectant les enregistrements téléphoniques, les traces numériques, les pings satellites. La plupart des lignes avaient été effacées, mais un message se démarquait. C'était un téléphone jetable utilisé une seule fois. Le texte disait que pour la coupe de demain, il ne verrait rien. Envoyé d'un endroit situé à moins de 2 kilomètres du consulat de France à Ouagadougou. Zongo leva les yeux. Il est donc toujours là? Traoré croisa les bras. S'il se cache dans cette ville, alors nous ne chassons pas un fantôme. Nous sommes à la recherche d'un homme. Et la chasse venait de commencer. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'attraper un colonel corrompu. Maintenant, il poursuivait l'homme derrière tout cela. Le chacal, la silhouette ténébreuse qui donnait les ordres, est disparu sans un visage. Mais Ibrahim Traoré n'allait pas attendre une nouvelle attaque. Cette fois, il frapperait le premier. Le cyber-expert a retracé le signal final du téléphone brûleur jusqu'à un immeuble d'appartements de luxe à Ouaga 2000. Un quartier chic et tranquille connu pour les diplomates, les travailleurs étrangers et les entrepreneurs de l'aide internationale. Le bâtiment n'avait pas de caméra dans les couloirs. Trop pratique. Qui que soit ce chacal. Dit Zongo. Il a une protection. Il sait comment se cacher. Traoré s'est penché sur la table de la salle de guerre. Ensuite, nous ne le cherchons pas comme des soldats. Nous l'enfumons comme un voleur. Il approuva un plan silencieux. Opération Glace Eye. Pas d'uniforme, pas de sirène, pas d'annonce, juste des ombres qui regardent les ombres. Ils ont placé des gardiens autour de l'immeuble déguisés en nettoyeurs, vendeurs de fruits, livreurs. Un soldat s'est fait passer pour un réparateur de bâtiments et est entré à l'intérieur, installant de minuscules caméras dans les coins et les bouches d'aération des couloirs. Puis, le 3e jour, ils l'ont vu. Un homme grand, à la peau pâle, à la mâchoire acérée et aux lunettes noires, bien coupé, calme et toujours coiffé. Il ne correspondait à aucun membre officiel du personnel de l'ambassade, mais il avait une clé de l'appartement 3B, le même endroit que le signal téléphonique. Il était prudent, ne partait jamais en même temps, n'utilisait jamais 2 fois la même voiture. Mais il a fait une erreur. Il a commandé de la nourriture. Traoré sourit en l'entendant. Bon, livrons-le nous-mêmes. Cette nuit-là, Zongo s'est déguisé en livreur.
Un sac de nourriture dans une main, un minuscule appareil d'écoute dans l'autre. Quand la porte s'ouvrit, l'homme le regarda fixement. Froid, vif, il n'a rien dit. Il suffit de payer en espèces, de prendre la nourriture et de fermer la porte. Mais c'était suffisant. L'appareil avait tout enregistré. Sa voix, ses mouvements, même sa façon de marcher. De retour dans la salle de guerre, la voix a été transmise par un logiciel. Une allumette est apparue. Alexandre Morel, un officier du renseignement français lié aux activités en Afrique de l'Ouest. Officiellement à la retraite, mais connu dans les cercles classifiés sous le nom de Lacal. C'est lui, l'homme qui a donné l'ordre de tuer le président Ibrahim Traoré autour d'un thé. Mais l'arrêter ne serait pas facile. Il n'avait pas de badge diplomatique. Mais s'il le capturait en public, les puissances étrangères pourraient crier à l'enlèvement. S'il faisait une descente dans l'appartement, il pouvait disparaître en quelques secondes. Ses voies de sortie étaient probablement couvertes. Traoré réfléchit un long moment. Puis il a dit « Donnons-lui ce qu'il veut ». Zongo leva un sourcil. « Monsieur, nous le lui disons. Je suis en train d'organiser un dîner privé. Sur invitation seulement. Invités importants. Il va réessayer. » Zongo hocha lentement la tête. Et quand il arrive, les yeux de Traoré se plissent. Nous y mettons fin. Le piège était tendu. Le président Ibrahim Traoré a annoncé la tenue d'un dîner discret et de haut niveau à l'intérieur de la villa présidentielle. Juste quelques invités de confiance. Pas de presse, pas de liste publique. La nouvelle s'est répandue tranquillement par les canaux habituels, juste assez fort pour qu'une certaine personne puisse l'entendre. Zongo et l'équipe ont gardé un œil sur l'appartement 3B. Ils n'ont pas vu Morel partir, mais ils ont vu son téléphone s'activer à nouveau. Un nouveau brûleur. Celui-ci a fait passer un message à travers la ville. Cela signifiait qu'une autre tentative d'assassinat était à venir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Traoré qui a été pris en considération. Il était là-bas. À l'intérieur de la cuisine du palais, toute l'équipe de restauration avait été remplacée par des agents du contre-espionnage en uniforme de chef. Chaque ustensile, chaque plat, chaque tasse vérifiée et marquée. Des microphones cachés ont été placés sous la table à manger, dans les vases de fleurs, même à l'intérieur des salières. Aucun mouvement ne passerait inaperçu. À 19h30, le dîner a commencé. 4 invités étaient assis à la table, tout soigneusement choisis, loyaux, silencieux, conscients de la mission. Traoré était assis à la tête, calme, vêtu non pas d'un uniforme militaire complet, mais d'une modeste tunique traditionnelle. Il ne voulait pas avoir l'air d'une cible. Zongo était dans la salle de surveillance. Des yeux sous tous les angles. Pas de mouvement depuis l'appartement 3B, chuchota-t-il dans le micro. Aucune violation d'entrée n'a été détectée. Mais c'est arrivé. Un serveur est apparu avec un plateau de boissons. Il n'était pas l'un de leurs hommes. Zongo se figea. C'est qui? Ce n'est pas l'un des nôtres. Les caméras ont zoomé. L'homme se déplaça différemment. Son visage était calme, mais sa main droite tremblait. Juste légèrement. Il posa le plateau et recula. Traoré leva son verre mais ne but pas. Il a regardé l'homme dans les yeux et lui a dit « Aimeriez-vous partager un verre avec votre président ?» L'homme hésita. Traoré se leva lentement. « Tu cours depuis longtemps, Alexandre, mais tu as fait une erreur. » Toute la pièce bougea en un instant. Les chaises raclaient. Les gardes font irruption. L'homme a essayé d'attraper une épingle à l'intérieur de sa manche. Quelque chose de petit, quelque chose de pointu. Mais Zongo était déjà derrière lui. En quelques secondes, il a été plaqué au sol. « Pas d'armes ?» dit Traoré en s'approchant. « Juste du poison à nouveau? Tu pensais vraiment que le même truc fonctionnerait 2 fois ?» Morel, le chacal leva les yeux, le visage crispé par la rage. « Vous vous êtes fait des ennemis que vous ne pouvez pas combattre, » a-t-il sifflé. Traoré s'accroupit à côté de lui. « Je ne les combats pas, » a-t-il dit. « Je leur survis. » Il se leva et donna l'ordre. Pas de presse, pas de défilé. Fais-le sortir ce soir dans la cellule la plus profonde que nous ayons. Ce n'est pas un spectacle, c'est un message. À travers la ville, rien n'avait l'air différent. Mais quelque chose d'énorme s'était produit. Une deuxième tentative d'assassinat du président avait échoué. L'homme derrière tout cela attrapé, réduit au silence. Mais Traoré n'avait pas fini. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de poison ou de politique. C'était un avertissement. Quelqu'un est prêt à tuer pour le pouvoir. Mais maintenant, il savait, Traoré ne boit pas dans n'importe quelle tasse sans vérifier ce qu'il y a dedans. Le silence après l'orage était presque plus fort que l'orage lui-même. Aucune annonce n'a été faite. Aucune photo n'a fuité.
L'homme appelé la cale, le fantôme derrière le poison, avait disparu dans un trou si profond que le monde ne le retrouverait jamais. Mais le président Ibrahim Traoré savait que le danger n'était pas passé. Il s'est assis seul dans son bureau le lendemain matin, tenant la même tasse en céramique que celle de la première tentative. Lavée maintenant, vide, mais toujours lourde de sens. Il pensa au jeune soldat qui portait le poison sans le comprendre. Il pensa au colonel Konaté, autrefois homme d'honneur, qui attend maintenant que justice soit rendue enchaînée. Et il pensait aux gens, aux millions de personnes qui lui faisaient confiance sans savoir combien de chevaliers il avait amenés à frôler la mort. Puis vint un coup. C'était le capitaine Zongo. « Monsieur, a-t-il dit, l'Académie militaire est prête pour votre discours. » Traoré hocha la tête. Cet après-midi-là, Traoré est entré dans la cour de l'Académie militaire nationale du Burkina Faso. Des centaines de jeunes cadets se tenaient en formation. Ils avaient entendu les chuchotements. Quelque chose de dangereux s'était produit. Quelque chose d'énorme, mais ils ne connaissaient pas toute la vérité. Traoré se tenait sur la scène, micro devant lui, sans papier à la main. Il n'avait pas besoin de notes. Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas le poids de l'uniforme que vous portez. A-t-il commencé? Vous pensez que cela vous donne du pouvoir, mais cela vous donne des responsabilités. Il leva la tasse. Cette tasse a failli mettre fin à ma vie. Non pas à cause du thé à l'intérieur, mais à cause de la confiance que j'ai placée entre de mauvaises mains. Il s'arrêta. Les cadets étaient gelés. Certains avaient les yeux écarquillés, d'autres serraient les poings. Tu garderas un jour cette nation. Mais le garder n'est pas seulement une question d'armes à feu. Il s'agit d'honneur, de savoir quand parler et quand dire non, même quand on offre de l'argent, même quand la pression vient de l'étranger. Il regarda à travers la mer de jeunes visages. Je n'ai pas survécu parce que je suis intelligent. J'ai survécu parce que je n'ai jamais oublié une vérité. La force d'une nation dépend de la loyauté de sa plus basse garde. Il se tourna vers Zongo et leva la tasse vers lui. Ce n'est plus un symbole de mort. C'est maintenant un symbole de survie. Il l'a placé sur un piédestal de pierre à côté du drapeau de l'Académie. Qu'il vous rappelle, a-t-il dit, que même le plus petit objet peut être porteur de trahison ou de courage. Choisissez ce que vous transportez. Les cadets saluent, certains essuient des larmes. Ce soir-là, Traoré s'est assis tranquillement sur le toit du palais, regardant le coucher de soleil saigner dans le ciel. Il savait que ce ne serait pas la dernière tentative. Il y aurait plus. Plus de chacals, plus de poison. Mais à chaque fois, il trouvait le lion en train d'attendre, non pas parce qu'il voulait la guerre, mais parce qu'il était prêt à mourir debout plutôt que de vivre à genoux. C'est ainsi que la tasse est restée, non pas dans un musée, ni dans sa maison, mais entre les mains de la génération suivante, symbole de vigilance, de survie et du refus d'un homme d'être brisé.